Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Great Talks. C'est la première session de la rentrée et nous sommes heureux d'avoir aujourd'hui avec nous M. René Longer sur le thème « Les objectifs de développement durable, plus nécessaires que jamais à l'exemple de la coopération pour le développement ». M. René Longer a occupé diverses fonctions publiques, député au Grand Conseil, membre du Conseil national, conseiller administratif et maire à 5 reprises de la ville donnée. Il est actuellement président de la Fédération genevoise de coopération qui regroupe une soixantaine d'associations actives à Genève dans la solidarité internationale, la coopération au développement, la sensibilisation et l'information du public sur les relations Nord-Sud. M. René Longer est un expert reconnu en durabilité. Membre de la délégation suisse aux divers sommets mondiaux pour le développement durable, il a exercé des responsabilités au sein d'ONG comme élu parlementaire, puis au sein d'un exécutif urbain. Il s'engage, porté par des valeurs humanistes, sur les enjeux agroalimentaires, la biodiversité, l'économie durable, la coopération au développement et l'énergie. Son prochain livre s'appelle « Un plan de survie de l'humanité, les objectifs de développement durable » des éditions Jouvence, Questions de société. Il traite dans son nouveau livre comment contrer la montée des périls, comment organiser la réponse pour l'agenda 2030. Il adresse les défis et les challenges des chantiers de la durabilité et il traite aussi le thème de l'accélération de mutations nécessaires. Une fois la bienvenue à M. Longer, nous sommes heureux de l'avoir parmi nous dans ce Great Talk. Je donne la parole à Manuela Tortora, notre vice-présidente, qui va coordonner toutes les actions questions-réponses sur l'intervention de M. Longer. Manuela, la parole est à toi. Merci. Oui, merci Alejandro. Bon, les règles du jeu, je crois que vous les connaissez. Elles sont très simples. Vous écrivez vos commentaires ou vos questions dans la colonne qui apparaît à droite de votre écran, qui s'appelle conversation ou chat en anglais, très brièvement. Ou si la question est longue, n'hésitez pas à me demander la parole et on ouvrira votre micro. En effet, tous les micros vont être fermés pendant que notre invité parle, de telle façon que l'audio soit amélioré. Et de toute façon, même à la fin de la discussion, nous aurons également l'opportunité, si le temps nous le permet, de revenir sur certaines questions ou commentaires qui mériteraient, d'après notre intervenant, plus d'élaboration. Il y a deux grands sujets dans l'exposition de M. Longer, dans la discussion d'aujourd'hui. Le premier concerne son rôle en tant que président de la Fédération genevoise de coopération, qui est une entité genevoise, bien entendu, comme son nom l'indique, mais très importante du point de vue de la pensée sur la coopération internationale et du point de vue de son rôle aussi sur le terrain. Donc, j'aimerais qu'il nous dise d'abord, dans une première partie, quel est ce rôle en ce moment de la Fédération genevoise, et puis une deuxième partie très importante sur le livre que Alejandro vient d'annoncer, qui est donc publié à partir de demain, la réflexion de M. Longer sur les objectifs de développement durable, à la lumière non seulement de l'expérience de la Fédération, mais d'une façon beaucoup plus large, ce que signifie d'avoir des objectifs de développement durable dans le contexte actuel. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est assez compliqué, ce contexte actuel. Monsieur Longer, donc, je vous donne la parole d'abord pour une introduction, présentation, comme vous voulez l'appeler, sur le rôle de la Fédération, peut-être une explication du point de vue également institutionnel. À vous. Bien, merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs. Merci messieurs les participants et mesdames les participantes. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et surtout, j'aimerais en préambule vous remercier l'association, l'organisation GRESELS de rester disponible avec toute votre riche expérience dans le système international pour l'échange intergénérationnel. Je vois que les âges différents sont représentés à travers les participants et ça me paraît très important parce que la jeunesse aujourd'hui fait face à ces difficultés dont il vient d'être question. On traverse une passe difficile à beaucoup de niveaux. L'humanité est vraiment à la croisée des chemins et beaucoup de jeunes se posent des questions, mais la plupart de ces jeunes n'ont pas l'historique de ce qui s'est passé depuis, je dirais, 1945 en fait,
avec la mise en place des institutions internationales après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, vous êtes des témoins, des acteurs extrêmement précieux pour que la jeunesse puisse comprendre aussi qu'elle doit reprendre le flambeau. Mais le flambeau, il a été porté pendant longtemps par vous-même quand vous étiez dans vos différentes institutions. Donc vraiment, je trouve très, très important et très précieux ce travail de lien et de dialogue. En tout cas, bravo à Gracel, c'est vraiment, j'apprécie beaucoup ce que vous faites et je vous souhaite beaucoup de succès et de dynamisme pour ces différentes actions et ces activités de mise en lien. Alors, la Fédération de coopération, ça a déjà été dit, en fait, c'est une organisation qui regroupe d'autres organisations. Donc, elle a été créée maintenant, il y a plus de 50 ans. Elle a été créée en 1966, plus précisément à Genève. Sa nature juridique, c'est une association. Et en fait, quand on analyse ce qu'elle est, elle anticipe parfaitement ce que postule l'ODD numéro 17, à savoir le partenariat. Et d'ailleurs, notre logo représente une chaîne de partenariat et nous sommes une chaîne de partenariat, nous figurons une chaîne de partenariat. Il y a un premier partenariat qui est le partenariat entre les pouvoirs publics et la Fédération de coopération. Les pouvoirs publics, la Confédération à travers la DDC, le canton de Genève à travers le service de la solidarité internationale et 17 communes genevoises, dont la ville de Genève, qui ont des contrats avec nous et qui nous délèguent en fait une partie, voire pour certaines communes l'ensemble, de leur politique de solidarité internationale. À Genève, c'est une véritable politique qui se trouve inscrite dans la Constitution genevoise. L'article 146, alinéa 2 de la Constitution dit « L'État mène une politique de solidarité internationale qui soutient la protection et la réalisation des droits de l'homme, la paix, l'action humanitaire et la coopération au développement. » Donc, c'est une tâche accordée par la loi fondamentale du canton et il y a une loi et son règlement, la loi sur le financement de la solidarité internationale qui explicite en fait que cette action se fait par le soutien accordé à des organisations qui mènent ces activités. Ce n'est pas une action propre des pouvoirs publics. Donc ça, c'est la première chaîne de partenariat entre les pouvoirs publics et une réunion d'associations et d'organisations. Le deuxième, qui s'appelle Fédération de coopération, le deuxième partenariat, c'est la réunion ou le partenariat entre la Fédération genevoise de coopération elle-même comme institution et ses quelques 60 organisations, le chiffre vient d'être donné, qui sont en général des associations, mais il y a aussi des fondations et des coopératives. Toutes ces structures ont pour raison d'être de participer à l'ensemble des réflexions sur les relations nord-sud et surtout de participer à travers des projets de développement sur le terrain au sud. Et dans nos statuts, il est indiqué que ces organisations doivent être sans but lucratif et dévolues au bien public. Et enfin, il y a un troisième niveau de partenariat qui n'implique pas la fédération, mais qui implique les organisations membres et leurs partenaires de terrain, parce qu'il n'y a aucun projet de développement qui est fait comme ça, top-down, à travers les idées qu'on peut avoir sur les besoins des personnes sur le terrain, mais qui est toujours co-construit avec des partenaires de terrain. Et pas plus que les collectivités publiques cantonales qui financent la Fédération de coopération avec la DDC, la fédération ne mène des projets en propre. Donc, nous n'avons pas de projet de développement que nous menons. C'est nos associations, organisations membres qui les mènent. Notre rôle est d'expertiser à travers des commissions spécialisées dédiées les projets que les organisations membres nous présentent. Et une fois ceci validé, souvent avec des recommandations, des conditions, et c'est vraiment suivi de près par nos experts professionnels et bénévoles, eh bien, nous les amenons au financement avec le financement public que nous recevons contractuellement des partenaires institutionnels que je viens de mentionner. Donc, nous sommes une organisation qui expertise, qui fait l'interface et qui fait ce lien entre quelque part les pouvoirs publics et le monde des ONG. Donc, c'est vraiment exemplaire, encore une fois, c'était prémonitoire il y a plus de 50 ans de ce qu'aujourd'hui les ODD, à travers l'ODD 17, demandent de faire. Alors, nous bénéficions, j'ai parlé d'expertise professionnelle et bénévole. Toute l'expertise est au niveau professionnel. Une partie est fournie par des experts qui travaillent bénévolement, ils sont une cinquantaine,
ce qui totalise à peu près 7000 heures par an, ce qui correspond à 4 emplois à plein temps. Et nous avons aussi un secrétariat salarié qui représente à fin 2019 6,4 emplois à temps plein. Donc on a entre 10 et 11 d'emplois plein temps qui sont le potentiel qui fait fonctionner cette interface. Le budget est environ 11,5 millions qui sont consacrés quasiment à 90% au financement de ces projets. Donc on est vraiment très très proche du terrain. On peut garantir que ces projets sont de qualité, qu'il faut réellement avancer les populations dans les régions dans lesquelles ces projets ont été conçus et que c'est donc un vrai partenariat aussi entre le terrain du Sud et nos organisations basées à Genève. Nous menons également des activités de formation et de partage des savoirs à l'intention de nos membres et nous travaillons en réseau avec de nombreux partenaires, notamment académiques et associatifs, et nous développons une importante activité d'animation du débat public et d'information-sensibilisation du public général à travers, par exemple, des suppléments dans la Tribune de Genève, à travers des émissions en coproduction avec les Mans Bleus ou d'autres outils de communication qui nous permettent de toucher un public large. Puis ensuite, on travaille aussi en direction de publics cibles spécifiques, comme par exemple la jeunesse, sur des enjeux du développement pour qu'on puisse mieux connaître ce qui se passe sur le terrain et aussi débattre de l'évolution des situations. Donc, quand je vous explicite ce que nous faisons, vous voyez qu'on est complètement sur le terrain qui est décrit par les objectifs de développement durable. On n'a pas eu de peine, et nos organisations membres non plus, au niveau du référentiel qui nous porte à nous inscrire dans cette systématique, parce que quand on fait du développement, en fait, dans le concept même de développement, on répond à ces objectifs et au fond, on avait la pratique et on a au fond pu s'inscrire dans une théorie de cette pratique, ou plutôt un cadre de référence qui correspond à cette pratique. Et d'ailleurs, durabilité et coopération sont étroitement imbriqués, en tout cas depuis la fameuse conférence de Rio de 1992, et on a bien compris que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une durabilité si les gens n'ont pas des besoins de base satisfaits, ça ne correspond pas à la définition. On ne peut pas avoir une coopération qui détruirait les bases naturelles d'existence. Donc la synthèse, elle était déjà inscrite avant même qu'elle était formalisée dans l'ADN en fait de la coopération pratique. Ça n'a pas été difficile non plus de situer les projets en cours, il y en a environ 130 sur une année dans le système des ODD, mais il faut bien voir, et c'est d'ailleurs tout à fait positif, que pratiquement aucun projet ne peut être monothématique parce que quand on parle de l'accès à l'eau, on va forcément parler de la gouvernance, on va parler de la place des femmes, on va parler de l'érosion, donc du sol, on va parler probablement aussi, même certainement, d'agriculture ou aussi de santé, peut-être d'éducation, parce que les écoles, aujourd'hui, la moitié des écoles dans le monde n'ont pas des équipements pour se laver les mains, par exemple. Donc voilà, l'eau va forcément nous conduire à l'éducation, etc. Donc on voit que déjà, empiriquement, ce système des ODD est complètement interconnecté, ce qu'on savait déjà, mais ça nous montre qu'on a affaire à un système holistique et pas un système en silo. Par contre, ce n'est pas évident de se mettre d'accord sur les indicateurs parce qu'il y en a plus de 200, enfin il y en a environ 250 qu'on pourrait utiliser au niveau des Nations Unies, mais évidemment, ça ne joue pas par rapport aux acteurs de terrain. On a besoin de quelques grands indicateurs significatifs, précis, utiles, maniables, qui correspondent à des chiffres qu'on peut prélever, qu'on peut trouver, et surtout stables dans le temps. Donc ça, c'est un débat qui reste ouvert dans l'ensemble des indicateurs proposés, lesquels sont les bons pour être vraiment en phase à la fois avec les ODD et la réalité de terrain. Maintenant, cette année, c'est évidemment une année qui est marquée par le Covid, et tout particulièrement dans le Sud. Donc, vous avez plusieurs impacts qu'on peut discuter. Le premier, c'est la difficulté déjà de nos organisations d'aller sur le terrain. Le lien avec le terrain, c'est très important. C'est de faire le suivi avec le partenaire sur place. Donc, pratiquement impossible aujourd'hui. Les vols sont extrêmement difficiles. La circulation dans les pays est très difficile. Les mesures sanitaires
empêche beaucoup de réunions, etc. Donc le contact est vraiment entravé, le suivi des activités est difficile. Puis d'autre part, les besoins sur le terrain ont beaucoup bougé sous la réalité de l'urgence déterminée par les mesures sanitaires et la pandémie elle-même. Donc c'est véritablement un grand impact, et d'autant plus que, en fait, on a aussi bien sûr vu les chiffres qui ont été donnés par le dernier rapport des Nations Unies sur le développement durable pour la réunion de cette année du Forum politique de haut niveau qui s'est tenu à New York en juillet sous forme virtuelle. On voit bien qu'il y a eu des reculs énormes par rapport au Covid dans des paramètres importants comme la faim, comme l'emploi, comme par exemple aussi l'accès à l'école, etc. Donc on a beaucoup, les objectifs ont beaucoup reculé, et ils sont d'autant plus importants que effectivement la situation est difficile. On y reviendra, et nous avons d'emblée réagi à ces situations en acceptant aussi certaines possibilités d'évolution des projets en cours sous certaines conditions, et aussi en renforçant la politique d'information. Et nous avons vraiment développé l'idée, et je crois qu'elle a été comprise, que la coopération fait partie des mesures de sortie de crise, qu'on ne peut pas oublier. La majorité, la grande majorité du monde, il n'est pas responsable, n'est pas imaginable qu'on se positionne juste par rapport à nos propres régions. Et on s'en sortira qu'ensemble, c'est aussi un des grands messages des ODD. Et quand on voit que le Parlement va, dans cette session-ci, probablement finaliser la décision sur le message du Conseil fédéral sur la stratégie de coopération internationale 2021-2024, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu de tentative de coupe ou de remise en question récurrente, comme ça a été souvent le cas, par rapport à ces propositions d'engagement de la Suisse, qui correspondent là aussi à une implication de type juridique et constitutionnel, puisqu'on a un article constitutionnel et une loi. Et ça, c'était très encourageant de voir que, au fond, par rapport à cette pandémie qui dévaste le Sud, particulièrement par rapport aux acquis qu'on avait, les reculs qu'on constate font que, en tout cas en Suisse, il y a une meilleure compréhension, je pense, que nous sommes reliés au monde et qu'on ne peut pas maintenant faire des économies sur les plus démunis de la planète. Donc ça, pour l'instant, le vote n'est pas encore fait au Parlement, mais on est relativement optimiste parce qu'il y a eu, en tout cas au Conseil national en juin, pas de proposition de coupe. Et au Conseil des États, il ne semble pas non plus qu'il y en aura. Donc, on semble avoir obtenu une acceptance politique que, dans cette période de crise de la pandémie, la coopération fait partie des mesures de sortie de crise. Voilà quelques éléments que je voulais vous donner par rapport à la Fédération de coopération. Puis il y a deux images qu'on peut partager. L'une qui est cette tentative de classement des projets que nous soutenons. Donc, encore une fois, ce n'est pas nous qui menons les projets, mais c'est les projets de nos organisations membres. Merci beaucoup. Donc, le premier slide montre en fait, on a le deuxième, mais je peux aussi commenter le deuxième. Le premier slide, il montre où sont quelque part où on a placé les poids principaux dans les projets par rapport aux ODD. Encore une fois, c'est un exercice qui qualifie les projets par rapport à je dirais, ce qui s'en dégage au niveau prioritaire, mais il est clair, encore une fois, comme je l'ai dit, que ce classement n'est qu'indicatif parce qu'en réalité, on touche très vite à d'autres ODD. Mais ça montre quand même dans quel domaine nous sommes d'abord, nos organisations membres sont d'abord actives. Donc, vous voyez l'ODD 1, l'ODD 5, l'ODD 4, l'ODD 8, l'ODD 16, etc. Puis vous voyez bien aussi que si vous faites l'addition, vous voyez tout de suite qu'on est bien au-dessus des 100. Donc vous voyez bien que la répartition fait que plusieurs ODD sont réalisés dans la plupart des projets. Puis vous avez quelques ODD qui sont très faibles dans la répartition des projets de nos organisations membres. Donc vous voyez le 11, le 9, le 7 et le 14. Donc il n'y a aucun ODD qui touche les océans, par exemple, la vie aquatique.
mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à l'eau, par exemple, puisque vous avez de toute façon la question de l'assainissement, la question des équipements, et vous avez l'ODD 6 qui est tout à fait dans les ODD qui apparaissent, pas non plus très en force, mais qui est présent dans les projets. Donc voilà, ça vous donne un diagramme en fait où on peut identifier le plus les lignes de force des projets de nos membres, et ça montre aussi que, encore une fois, l'interconnexion dans ce système. Et le deuxième slide vous montre en fait ce qui rentre et ce qui sort chez nous. Donc, vous voyez les parts des différentes collectivités publiques. C'est en gros 4 piliers qui ne sont pas évidemment complètement égaux. Vous avez le canton et la ville de Genève qui sont à peu près à égalité. Vous avez les autres communes genevoises qui sont à un quart, et vous avez 30% qui émanent de la DDC. Puis après, vous voyez que entre les différents projets, on arrive presque à 90% des dépenses. Donc, vous voyez que l'argent vient des collectivités publiques, donc du contribuable, et sort pour des projets, donc des activités concrètes. Le fonctionnement fait 8%, et après, il y a les activités propres de la fédération. Donc, voilà les quelques éléments, je pense, qui vous clarifient ce que nous faisons avec une cible sur le Covid et une cible sur les ODD. Merci. Merci, Monsieur Longet, pour cette introduction à la Fédération genevoise, ce qu'elle fait, ce qu'elle est, sa structure, son financement. Je voudrais simplement vous poser une question directement liée à la conjoncture. Est-ce que ces derniers mois où on a été confinés, où on a commencé à voir quel était l'impact économique, social, financier de la pandémie, surtout dans les pays du Sud, est-ce qu'au niveau de certains projets, spécifiquement ces derniers mois, vous avez reçu des alertes spécifiques vous disant, voilà, tel projet ne peut pas continuer tel qu'il avait été formulé à l'origine, il faut complètement le reformuler, ou au contraire, est-ce que ça a été plutôt dans la majorité des petits ajustements que vous avez dû introduire? Et puis, bien entendu, s'il y a d'autres questions concernant le fonctionnement de la fédération, avant de passer à l'autre sujet sur les ODD, elles sont bienvenues. Alors, comme je l'ai dit, donc en fait, l'impact du Covid sur le système FGC, il est à 2 niveaux. Il est au niveau des organisations membres, donc nous-mêmes, nous ne sommes pas sur le terrain, c'est nos organisations qui sont sur le terrain, qui nous remontent des informations de 2 niveaux. D'une part, qui nous disent que voilà, la difficulté d'entrer en contact avec le terrain leur pèse, et la difficulté de gérer les projets, elle est générale quand on peut pas, quand les contacts sont plus que virtuels en fait par Skype ou par mail, etc. C'est déjà quelque chose. Il y a 10 ans, ça se faisait pas, donc on est déjà dans un système qui permet quand même de garder le lien, mais c'est pas la même chose que de pouvoir. Et sur la durée, ça va peser de plus en plus. Ça, c'est la première chose. Donc, la communication avec le partenaire change de nature. Et la deuxième chose, c'est que sur le terrain, il y a différents types d'impacts. Il y a les mesures sanitaires entravent la dynamique sociale. Donc, il y a des réunions qui sont plus difficiles à faire. Il y a des, voilà, on n'a pas la même dynamique d'assemblée, de rassembler des gens, de débattre des sujets, parce que le partenaire, c'est un organisme qui est aussi très actif et vivant, où il y a des gens qui débattent, il y a des groupements de paysans, il y a des groupements d'enseignants, il y a des centres de santé, il y a des gens qui doivent prendre des positions, se positionner par rapport à l'évolution des projets, rendre des comptes, débattre avec leurs partenaires. Tout ça est entravé aussi. Donc, il n'y a pas que le lien qui est entravé, mais l'activité au sud elle-même. Puis effectivement, il y a des situations, c'est surtout dans le domaine de la santé d'ailleurs, qui nous ont été remontées en disant dans tel ou tel pays, spécialement en Afrique, mais aussi en Amérique latine, voilà, l'urgence sanitaire, ce serait plutôt de faire ceci ou cela. Par exemple, on a des projets qui peuvent être, je ne peux pas vous donner d'exemples extrêmement précis, mais admettons des projets qui concernent des capacités à plus long terme, hein, peut-être en termes de meilleur accompagnement des accouchements, de mettre en place des systèmes de santé qui sont plus performants. Vous avez des objectifs sur la durée qui ne sont pas forcément dans l'immédiat, qui vont être recalés au profit d'un soutien direct de gens qui ont besoin vraiment d'aide pratique, parce qu'ils ne peuvent pas attendre demain que le centre de santé soit construit. Ils ont besoin
soutient maintenant. Donc, on était d'accord de réexaminer certains aspects de projet, mais c'est plutôt des changements dans l'ordre de priorité ou dans l'ordre de la temporalité. Quand on est dans l'urgence, on peut pas, la population ne peut pas comprendre qu'on mette si vous voulez, le premier étage avant le rez-de-chaussée, quoi. Donc, il faut parer à l'urgence d'abord, mais ça n'a pas été des changements radicaux, hein. Voilà, c'est des exemples dans le domaine de la santé qui sont logiquement, hein, vu l'impact d'une pandémie, c'est forcément d'abord des enjeux de santé. Les besoins sont souvent là. Il y a des besoins qu'on ne peut pas traiter très rapidement parce que malheureusement, dans beaucoup des pays dans lesquels nos organisations travaillent, les situations sont des situations qui font qu'à court terme, on ne peut pas les traiter. Quand vous avez des systèmes d'assainissement qui ne sont pas en place, quand vous avez l'eau qui n'est pas de qualité potable, quand vous avez des taux 10 sur des kilomètres et des kilomètres, d'abord les mesures sanitaires ne peuvent pas être respectées. Puis ça ne se traite pas dans l'urgence, c'est vraiment un travail sur le moyen terme, mais ces déficiences sont encore plus cruelles pour la population. Quand on vous demande de laver les mains, mais il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'eau, ou de l'eau qui n'est pas de qualité suffisante pour qu'on puisse considérer qu'elle a nettoyé quoi que ce soit, bien, même les préconisations sanitaires tombent dans le vide, quoi. Donc voilà, c'est aussi quelque part un retour qui montre les situations très, très j'allais dire, de manière très drastique dans lesquelles les populations vivent. Oui, merci beaucoup, Monsieur Langer. Il y a une question de la part d'une autre fédération d'ONG, c'est le network de Dianova, qui est représenté ici par notre ami Frédéric, qui vous demande si les membres de votre organisation, donc de la Fédération genevoise, collaborent entre eux d'une façon horizontale dans des projets, par exemple, multi-pays. Est-ce que les partenariats des membres sont encouragés dans le cadre de la politique de la Fédération? Alors, il y a plusieurs niveaux de collaboration qu'on encourage. D'abord, il y a un programme de partage du savoir, des savoirs, qui fait qu'on encourage, il y a des réunions de membres, il y a des cafés-débats qui sont organisés régulièrement. Il y en a un qui va avoir lieu ce jeudi, justement sur un retour du terrain des organisations membres par rapport au Covid. Donc ça va être tout à fait intéressant. Donc là, vraiment, on fait tout pour que nos membres travaillent ensemble, se connaissent mieux et partagent leurs expériences. Ça, c'est une première chose. Donc, au niveau vraiment du débat, de faire connaissance, de faire un comparatif des situations. Les projets sont assez différents, mais les situations de terrain sont quand même relativement semblables, hein. Je vous ai donné une petite synthèse de ce qu'on peut vivre. Mais après, c'est aussi qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qu'on a pu faire, comment on a pu s'en sortir. Donc là, on est très près des membres aussi par rapport au thème du Covid aussi, parce qu'il faut s'encourager, il faut partager les bonnes solutions et pas rester devoir penser qu'on doit traiter tout ça tout seul, hein. Donc la FGC, c'est déjà un espace de solidarité et de soutien et d'échange entre ses membres. Ensuite, il y a des choses plus solides, si vous voulez, ou plus structurées, comme des plateformes. Il existe par exemple une plateforme agroalimentaire qui s'appelle la plateforme Souveraineté alimentaire. Il y a une quinzaine, donc ça fait 25% de nos membres qui en font partie et qui, eux, échangent sur un sujet transversal qui est structurant, qui est l'agroalimentaire sous l'angle de la souveraineté alimentaire et qui, là, vont beaucoup plus dans le détail, qui sont en train d'éditer des fiches sur des partages d'expériences, par exemple l'agroécologie ou des choses comme ça, ou vraiment le consommer local, comment promouvoir les circuits courts, etc., dans les pays du Sud. Là, donc, on est déjà plus sur une structuration. Donc ça, c'est aussi soutenu financièrement, ces projets par la fédération. Puis sinon, il y a aussi quelque part le retour d'informations qui vient du public, hein. On nous pose des questions, on a besoin de répondre, comment ça se passe. Et c'est aussi quelque part le Covid nous questionne tous. Et c'est important que vis-à-vis de l'opinion publique, que la population puisse avoir une information plus concrète. C'est quoi les impacts dans des régions où on imagine bien, comme je viens de dire, que les conditions de vie sont difficiles et pas propices à des mesures sanitaires. Alors là, nous avons, par exemple, dans un mois, le 15 octobre, nous organisons le soir
un débat à Unibastion, la salle B106, sur les impacts du Covid sur la coopération. Quels sont les impacts du Covid sur la coopération? Donc, il y a les impacts pratiques dont je parle maintenant. Évidemment, dans le monde entier, ça a mis en lumière des fragilités, les fractures sociales, les difficultés, ça, tout le monde l'a vu. Plus un pays, je dirais, a une structure sociale solide, plus un pays a une politique sociale solide, a une sécurité sociale existante, plus un pays a une politique économique forte, plus il était résistant quelque part au Covid. Et là, on devient vite, évidemment, des commentateurs de la politique mondiale, mais ce qui se passe aux États-Unis ou au Brésil est tout à fait significatif des choix politiques. Quand vous avez des présidents qui nient le problème, quand vous avez des services sociaux et je dirais plutôt des assurances sociales totalement déficientes, comme c'est le cas aux États-Unis, où vous avez aussi une volonté politique de ne pas créer une sécurité sociale cohérente, mais c'est sûr que ça frappe ça fait extrêmement mal, quoi, parce qu'il n'y a pas le filet social qui a quand même été grosso modo maintenu, je dirais, dans la plupart des pays d'Europe. Donc, il y a cet arrière-plan où on se pose beaucoup de questions. Donc, cet échange, il n'est pas seulement de l'aimant, mais aussi avec le public, pour que une opinion publique intéressée puisse comprendre, non pas de manière très sommaire et simplifiée, que oui, pour les pauvres, c'est plus dur que pour les riches, ça, on savait déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'action de coopération? Et cette action de coopération, c'est pas une goutte d'eau dans la mer, on dit non, c'est vraiment une contribution importante. Puis je reviendrai sur le sujet qu'on parlera du livre, parce que bien sûr que ce livre, il est paru, ben voilà, l'imprimeur l'a imprimé, donc je vais le voir moi demain en main, mais les libraires, c'est dans quelques jours. Mais donc ce livre, il sort en septembre 2020, forcément qu'il va toucher aussi les circonstances que nous traversons. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais vous voyez, il y a différents plans en fait, d'interaction de moment. Donc venez sans autre, ce débat est public, donc le 15 octobre, le soir, à Unibastion. Covid et coopération. D'accord, c'est noté, Monsieur Longet. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer à nous, Greycels, l'annonce, l'information de ce débat, volontiers. Ce serait un plaisir pour nous de la diffuser de nouveau de notre côté. Hein. Je vous remercie beaucoup. Elle est en train de se préparer, cette annonce. Donc. Dès qu'elle est disponible, quand vous voulez. Mais oui, effectivement, merci pour ces informations concernant la fédération. Je voudrais maintenant passer au sujet le plus important, donc le contenu du livre, donc les ODD eux-mêmes. Et je crois que de ce côté-là, Monsieur Longet, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui parce que vous avez devant vous un public qui est déjà converti pour des raisons évidentes à la cause des ODD. Il n'y a pas besoin de nous expliquer qu'est-ce que c'est ni à quoi ça sert. Nous les avons vécus tous en chair et en os, littéralement. Et nous sommes donc tout à fait convaincus que les ODD ont été dessinés et conçus pour être une sorte de carte routière, si je peux m'exprimer ainsi, pour tous les décideurs et tous les faiseurs de coopération internationale, aussi bien au niveau des capitales que sur le terrain proprement dit, aussi bien au nord qu'au sud. Mais si vous aviez aujourd'hui la baguette magique et vous pouviez vous resituer dans une situation où il faut les adopter, ces ODD. Ils ne sont donc pas encore adoptés, ils ne sont pas encore formellement formulés, mais vous vous retrouvez avec l'impact d'une pandémie et vous avez évoqué ici et là quelques-uns des effets qui sont absolument catastrophiques. Quel changement voudriez-vous introduire dans la formulation, dans la conception des ODD par rapport à l'impact de la crise que nous vivons? Alors, tout d'abord, je n'aurais, je pense, pas envie d'articuler des ODD par rapport à quelque chose de conjoncturel. Ça me paraît quand même manquer de recul, mais je dirais qu'on aurait peut-être beaucoup plus de peine qu'il y a 5 ans à rassembler les chefs d'État et les États autour d'un programme de ce type, parce que c'est un peu comme l'accord de Paris sur le climat, qui est contemporain d'ailleurs, c'est fait 3 mois après. Bien, on voit qu'en 5 ans, la situation s'est vraiment détériorée au niveau du multilatéralisme et des politiques publiques dans de nombreux États. Donc, je pense qu'on aurait eu beaucoup de peine à avoir le même momentum
qu'il y a 5 ans. Et paradoxalement, on n'a jamais eu autant besoin des ODD que maintenant, mais ça aurait été, je pense, très difficile d'y arriver. Mais je vais peut-être, comme on avait convenu, vous donner quelques lignes de force du livre, et vous verrez, vous verrez aussi comment vous pouvez vous situer par rapport à cette vision que j'ai des ODD. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre expérience, parce que si j'ai bien compris, la plupart d'entre vous, vous avez vécu ces débats et vous y avez contribué. Donc, je me réjouis d'avoir votre avis sur ma perception des ODD. Si vous m'accordez un petit quart d'heure, je vais vous dire ce qu'il y a, enfin, l'état d'esprit de ce livre, en fait. Absolument. Évidemment, je ne vais pas en faire toute une paraphrase, mais quand même vous dire quel est le message que porte ce livre. Alors, en fait, première chose, bien sûr, vous venez de le dire, les ODD sont un système que vous connaissez parfaitement, vous y avez même, je pense, comme j'ai dit, souvent contribué, et nous pouvons d'ailleurs dans 10 jours, je crois, 11 jours, célébrer les 5 ans de leur adoption. Alors, je pense que vous avez autant à m'apprendre que je peux vous communiquer mes positions, et ça m'intéresse vraiment d'échanger. Alors, quel est le but, en fait, de ce livre? Il existe d'excellents bilans. Il y a le rapport annuel de l'ONU sur les ODD, dont on a déjà parlé, qui est donc lié à la temporalité de la rencontre annuelle du Forum politique de haut niveau. Il y a, par exemple, l'Institut international du développement durable, il y a la Fondation Bertelsmann, il y a le Sustainable Development Solutions Network, il y a énormément d'acteurs extrêmement, je dirais, fiables, engagés, précis. Alors, on peut avoir toutes les infos qu'on veut. Alors, quel est le but de ce livre? Bien sûr, ce n'est pas de dédoubler ces publications expertes, ce n'est pas de faire une super synthèse des synthèses, ça n'aurait pas de sens, je n'aurais pas de légitimité pour ça. Il est de faire en fait un retour vers la source de ces ODD, soit la notion de durabilité elle-même. C'est de montrer la pertinence de cette source, de lui redonner de la force et de sa signification première, car la durabilité, depuis le début, depuis la commission Brundtland, elle a fait peur. Et parce qu'elle exige des changements importants, et on lui a imaginé une version forte, mais aussi une version faible. Et on a souvent aujourd'hui oublié, on parlait au début de cette rencontre de la nécessité du dialogue intergénérationnel. Je pense que les jeunes qui aujourd'hui s'inquiètent à juste titre pour les équilibres planétaires, bien, ils ont un peu oublié que la durabilité, ça a été la rencontre entre deux tendances de fond du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est le développement, donc la justice globale en fait, et l'environnement, c'est les bases de la vie sur Terre. Et que ces deux axes fondateurs se conditionnent mutuellement, qui sont incontournables tous deux, et en fait, ils continuent de sous-tendre tout ce qui est fait au nom de la durabilité. Et ça, c'est très souvent souligné dans les textes officiels de l'ONU, mais pas nécessairement connu dans le grand public. On a un peu oublié toute cette histoire. Et quand on voit parfois que la durabilité est considérée comme quelque chose d'un peu mou, d'un peu flou, d'un peu vague, un compromis, etc., bien, il suffit de voir ce qu'il y a dans les 169 cibles. Et quand on voit la richesse de ces cibles et les exigences qu'il y a derrière, je pense que c'est la meilleure réponse à ces critiques faites à la durabilité. Et le caractère concret et universel de ce système en fait un excellent outil didactique. Vous avez parlé quelque part de feuille de route, de carte, et c'est exactement ça. C'est une carte, c'est une feuille de route, ça facilite grandement les discussions, c'est une base commune pour l'action, et c'est une chance à saisir, surtout par les temps qui courent. Donc, pour moi, la grande force des ODD, c'est d'aider à rassembler autour de ce besoin de changement, d'être un socle commun pour nos engagements respectifs, que ce soit la société civile, la société institutionnelle, le secteur privé, ou les personnes individuellement. On a tous et toutes la possibilité de s'inscrire dans un projet global qui fait sens, de faire sa part, d'aller plus loin si on le souhaite, mais de savoir qu'on le fait en connaissance de cause et qu'on ne peut pas rompre ce lien dans lequel nous sommes physiquement inextricablement liés entre le global et le local. Aujourd'hui, c'est le trend de parler que du local, le global n'existe pas. Mais non, le global va nous rattraper très rapidement. Et c'est vrai que les ODD sont un compromis politique,
vous le savez mieux que quiconque, ce n'est pas un texte scientifique, mais il y a quand même un miracle de la diplomatie. C'est comme pour l'accord de Paris, c'est un compromis par le haut qui réussit à très bien décrire les besoins du monde. Je n'ai pas vu grand-chose d'oublié, en fait. Et si vraiment on arrive à prendre ce chemin, malheureusement, comme ça a été dit, on a reculé, mais si on arrive à reprendre la bonne direction, l'humanité aura vraiment avancé et ce sera, j'espère, sorti de l'impasse dans laquelle elle s'enfonce actuellement. Cette période troublée par la pandémie, j'ai déjà donné quelques chiffres, mais j'aimerais bien les rappeler parce qu'ils sont très graves. D'après le rapport 2020 sur les ODD des Nations Unies, 133 millions de personnes de plus touchées par la sous-nutrition. 71 millions de personnes tombées de plus dans l'extrême pauvreté, dont on avait je vous montrerai tout à l'heure, on avait vraiment beaucoup réduit le pourcentage. Mais voilà, 71 millions de personnes de plus. Au premier semestre 2020, 370 millions d'enfants privés de repas scolaires, c'est énorme. Et l'OIT qui signale 1,6 milliard de travailleurs, de travailleuses, surtout des femmes d'ailleurs, du secteur informel affectés par les mesures sanitaires. Alors il est clair que dans ces conditions, la coopération au développement, c'est vraiment une contribution forte à la sortie de crise. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la FGC, mais c'est global, c'est une réalité mondiale, c'est un investissement indispensable dans la stabilité du monde. Et je donne une première citation de mon livre où je rappelle, et j'ouvre les guillemets, qu'en 1970, les pays industrialisés s'étaient engagés à l'Assemblée générale de l'ONU à allouer au moins 0,7% de leur revenu national brut aux actions de coopération. 50 années plus tard, ils sont moins d'une dizaine à s'y conformer. L'ensemble de l'aide publique au développement correspond à quelques 150 milliards de dollars par an, mais avec un bel effet de levier sur le terrain. Alors donc, époque troublée par la pandémie, mais aussi, on a fait déjà allusion, par cette inquiétante montée des régimes autoritaires, populistes, prônant un nationalisme agressif, avec le soutien d'une bonne partie de leur population, qu'ils polarisent et divisent à souhait, reprenant les techniques de mobilisation des énergies du mal des années 30. La Turquie, l'Inde, divers pays de l'Est européen rejoignent ainsi peu ou prou la Russie, la Chine, l'Iran, avec des présidents des États-Unis et du Brésil qui les admirent. Et dans mon livre, j'écris à ce sujet, là aussi on a déjà un peu anticipé la chose, j'ouvre les guillemets, l'action citoyenne n'est pas bienvenue partout. Dans le monde, les démocraties se raidissent et les modalités d'information et de débat se compliquent. Et pendant que des faits alternatifs, entre guillemets, embrument les esprits, les libertés reculent et les régimes autoritaires se renforcent. Or, sans société civile qui est capable de s'exprimer, on le voit avec la pandémie d'ailleurs, la coopération est vraiment beaucoup en difficulté et freinée. Et ces dirigeants non seulement méprisent le multilatéralisme, mais méprisent encore davantage la durabilité. Un Bolsonaro disait que pendant que le monde était occupé à regarder ailleurs à cause du Covid, dont lui se soucie aucunement dans son pays d'ailleurs, il pouvait incendier encore mieux, il appelle ça mettre en valeur, la forêt tropicale qui appartient au patrimoine naturel de l'humanité et pas à un seul pays, soit dit en passant. Puis au sujet du culte voué par le président américain à une énergie du passé, le charbon, je cite aussi mon livre, entre guillemets, quant à l'Agence internationale sur les énergies renouvelables, IRENA, elle signale qu'aux États-Unis, le secteur de ces énergies emploie en 2019 8 fois plus de salariés, donc 850 000, que le charbon, 100 000, portés au nu par d'aucuns. Soutenir, mettre en valeur, faire connaître la belle et pertinente plateforme des ODD, ce n'est pas seulement soutenir et revitaliser la durabilité, mais soutenir et revitaliser les plateformes internationales sans lesquelles il n'y a aucun espoir de relever les défis globaux. Depuis la régulation, que ce soit la régulation des soi-disant paradis fiscaux, jusqu'à un commerce mondial plus juste et plus équitable, en passant par les enjeux majeurs de la biodiversité et du climat, si on n'a pas la plateforme mondiale que le système des Nations Unies représente, on n'a plus aucune chance de s'en sortir. Donc voilà, j'illustre à la fois la forme qui a généré ce système, c'est-à-dire l'interaction entre les États qui s'appellent les Nations Unies, et le fond, qui est le contenu. Alors je conclus par quelques citations, puis ensuite me réjouis de débattre avec vous. Donc tout le reste, ce sont des citations du livre, c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit.
Alors, il y en a quelques-unes, hein, je ne vais pas être trop long. La première, on le sait depuis longtemps, nos façons de consommer et de produire fragilisent de manière croissante les fondements de la vie. Mais chacun n'en est pas responsable de la même manière. De nombreux besoins de base demeurent sans réponse, en particulier dans le Sud. Entre pas assez et trop, beaucoup n'y trouvent pas leur compte. Au cœur de la réponse, la notion de durabilité, qui vise à assurer le juste accès de tous aux ressources de la Terre et leur pérennité. Deux objectifs aussi nécessaires que loin d'être atteints. Deuxième citation, le paradoxe de notre société est qu'elle surexploite les ressources du monde au point de détériorer gravement les conditions d'existence sur Terre, tout en restant incapable de répondre aux besoins de base d'une bonne partie de l'humanité. Il faut rompre avec la doctrine usuelle selon laquelle l'unique mission d'une entreprise est de maximiser sa valeur financière pour ses actionnaires. Il s'agit de conjuguer de pair les rentabilités financières, écologiques et sociales, concilier les fins de mois de la planète avec les fins de mois des entreprises et des personnes. Pour répondre aux enjeux de la durabilité, l'économie doit se mettre au service des capacités humaines. C'est une définition qu'on doit à un économiste qui a reçu le prix Nobel d'économie et qui a participé à la formulation de l'indice de développement humain, ceci en parenthèse, et s'insérer en même temps dans les capacités productives des systèmes naturels. L'environnement n'est aucunement un enjeu situé en dehors de nous, périphérique, un ornement dont on pourrait se passer, qu'on protège tant qu'un certain degré de prospérité permettrait de le faire. Tout au contraire, il est la base de la vie et de tout épanouissement économique, culturel et social. Un vaste chantier de reconversion s'impose pour sortir des modèles fonctionnant sur le court terme et la fragilisation écologique et sociale. Voici 33 ans, le rapport Brundtland soulignait, et là je cite le rapport Brundtland, il nous faut formuler rapidement des stratégies qui permettront aux nations d'abandonner leur voie actuelle de croissance et de développement, souvent destructrice, pour le chemin du développement durable. Pour ce faire, il faudra des changements de politique dans tous les pays, qu'il s'agisse de leur propre développement ou des effets de leurs pratiques sur les développements des autres pays. Et n'oublions pas en cela les 8 conventions de base de l'OIT proscrivant le travail forcé et celui des enfants, les discriminations à tous les niveaux et la coercition, et qui affirment le droit à un salaire et un horaire décent et celui à la négociation collective. Bien appliqué, ce texte donnerait aux États largement de quoi cadrer la mondialisation. Et enfin, je conclus par 2 citations et on pourra ouvrir le débat. Pour mettre fin à la sous-enchère écologique et sociale mondiale, les quelques 3300 accords d'investissement existants dans le monde devront intégrer des clauses de durabilité invocables en justice. L'édition 2020 du World Investment Report de la CNUSED signale que depuis l'entrée en vigueur des ODD, le 1er janvier 2016, 190 nouveaux accords d'investissement ont été conclus, 30% d'entre eux font référence aux ODD et 60% à la notion de développement durable. C'est très significatif, ceci dit en parenthèse, je pense, du degré d'avancement qui est réel mais beaucoup trop lent. Puis enfin, voilà, je conclus sur une phrase d'espoir et voilà, de dynamique par rapport aux ODD. Les ODD nous connectent ainsi à toutes ces femmes et tous ces hommes de toute origine et génération qui partout au monde travaillent à une façon plus juste de vivre ensemble sur cette terre sans laisser personne au bord du chemin et en invitant chacun à être acteur du changement. Dès lors, nous ne sommes plus seuls mais reliés aux énergies positives du monde. Voilà, donc ça c'était pour vous donner, non pas une table des matières, c'était pas le but parce que ça vous allez le trouver sur la couverture en librairie et dans la publicité qu'il va y avoir, mais pour que vous ayez l'état d'esprit dans lequel ce livre a été écrit. Donc c'est pas un livre bilan, mais c'est un livre qui veut donner envie d'aller de l'avant et qui veut mettre en évidence l'état d'esprit qui pour moi est derrière les ODD que les ODD expriment. Merci. Merci, Monsieur Longet. De mon côté, j'aimerais vous poser 2 questions concernant donc le contenu des ODD tel que vous l'avez exposé, et revenir en particulier sur un point que vous avez mentionné. Mais il y a aussi entre-temps une question qui a été posée par Jean concernant le fonctionnement de la Fédération genevoise. En attendant d'autres questions ou commentaires des autres participants, je voudrais, si vous le permettez, donc rester sur le sujet des ODD pour l'instant, pour revenir à la question de Jean dans une seconde.
Et ma première question concerne votre remarque d'il y a quelques minutes. Il serait beaucoup plus difficile, à votre avis, aujourd'hui, d'adopter les ODD parce que l'ambiance de 2015 n'est plus la même. L'ambiance, je veux dire, au niveau de la communauté internationale, au niveau des décideurs, au niveau global. Donc, hein, elle s'est détériorée de telle façon qu'il serait beaucoup plus difficile aujourd'hui d'adopter ce texte. J'aimerais revenir là-dessus parce que si je me place du point de vue d'un citoyen européen de l'Union européenne, il y a juste 2 mois, en juillet, à Bruxelles, enfin dans le cadre de la machinerie complexe de l'Union européenne, un paquet de compensations financières pour les pertes économiques dues à l'impact de la pandémie a été adopté. Et ça a été un moment historique dans l'histoire de l'Union européenne. Jamais on n'avait cru possible d'en arriver à ce niveau-là, non pas seulement au niveau du montant, qui en fait en soi n'est pas énorme par rapport à la puissance économique des 27, mais c'est surtout par rapport à la relative, non pas parfaite, mais solidarité politique qui s'est créée autour de la crise et à cause de la crise. C'est surtout ce moment-là qui a été vraiment déterminant et qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a même pas quelques mois en arrière. Alors, je me pose la question, est-ce que cette prise de conscience qu'on a vue au niveau européen, où la crainte a été plus on avance dans la crise, plus on aura des inégalités, plus on aura des crises sociales et politiques, donc essayons de réagir en vitesse, est-ce que cette crainte des inégalités et des conséquences au niveau global ne pourrait pas être maintenant un facteur stimulant plus de coopération internationale en laissant de côté évidemment les quelques régimes qu'on ne veut pas mentionner et qui jettent le multilatéralisme à la poubelle. Donc ça, c'est la première question. Si vous voulez, je formule tout de suite la deuxième, qui n'a pas de lien direct, mais enfin, indirectement, oui. Vous avez parlé de durabilité, et si on regarde le contenu des indicateurs de chacun des ODD, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de recherche en ce qui concerne les ODD qui sont liés à l'environnement et au changement climatique, par rapport en particulier à un ODD qui est vraiment neuf ou relativement neuf dans le panorama, c'est l'ODD numéro 10 sur les inégalités, où il n'y a pas autant de réflexion, de recherche, de données, de comparaison comme pour les questions de l'environnement. Et je voudrais savoir si, à votre avis, on ne pourrait pas, d'ici quelques années, quelques mois même, accélérer ce travail concernant les inégalités, donc l'ODD 10, pour vraiment faire quelque chose qui soit de poids équivalent par rapport aux préoccupations que nous avons et que nous connaissons, nous mesurons en matière d'environnement. Alors voilà, est-ce que la durabilité en matière d'inégalité ne mérite pas aussi, elle, d'être de même ampleur? Et alors, puis, après, je vais revenir à une autre question qui nous vient de Grace Hells. D'accord, alors je vous réponds à la première. Donc, faites allusion à ce que l'Union européenne appelle le pacte vert. Ce pacte vert, il date en fait d'avant le Covid, il a été présenté. Là, je crois qu'il y a un peu d'écho, hein, je ne sais pas. Oui, je crois qu'il y a un micro ouvert. Alain indique, je crois que s'il te plaît, si possible, si tu pouvais fermer ton micro. Voilà. Voilà. Donc, elle a été présentée par la présidente de la Commission européenne en automne dernier, en fait, déjà. Et c'est vrai que le Covid a eu un effet paradoxal parce qu'à la fois, il a, je pense, donné un coup de pouce à la nécessité d'intervenir et de faire en sorte qu'en Europe, on se rappelle qu'on a un État qui a une fonction régulatrice économique et sociale. Et c'est quand même la toile de fond identitaire de l'Europe. Et on a beaucoup trop confondu l'Union européenne uniquement avec les 4 libertés, liberté de circuler, etc., et le marché, et le grand marché. On a oublié le volet de régulation et il fait partie de l'ADN de l'Europe aussi. L'Europe n'est pas qu'un espace de compétition économique et elle s'est trop laissée discréditer en acceptant cette image. Et je pense là, il y a une correction d'image, vous avez tout à fait raison, et une correction dans les missions. Je pense qu'il y a une majorité d'États qui ont besoin de cette solidarité inter-européenne. Une bonne partie des États de l'Est qui critiquent l'Europe profitent des subventions européennes d'ailleurs. Donc, il y a toujours une part d'hypocrisie, mais je pense que ça a été la victoire quand même de la dimension sociale et régulatrice de l'Europe par rapport à une vision uniquement d'ouverture des marchés. En même temps, les frontières se fermaient, donc voilà, c'était un peu le paradoxe. Mais ce qui a été le tour de force, en fait, je pense aussi de la Commission européenne et du Parlement européen qui a aussi aidé, c'est que ce pacte vert a été non seulement maintenu, mais renforcé dans l'idée
que c'était par là que la sortie de crise devait se faire. Donc c'était du win-win dans le sens où on a fait la sortie de crise, c'est-à-dire on s'est dit, après toutes les mesures de fermeture, d'arrêt de l'économie, il faut maintenant non seulement la soutenir à travers les mesures d'arrêt, mais aussi la relancer, et la relancer d'une manière qui confirme les options du pacte vert. Ça, ce n'était pas acquis d'avance, vous avez parfaitement raison de souligner ça. Mais évidemment, nous, on n'est pas au niveau de l'Union européenne, on ne parle pas des ODD comme si l'Europe était le monde. L'Union européenne, je crois qu'au niveau population, on est à 500 millions d'habitants par rapport aux 7,5 milliards ou 7,8 de la planète. On est un tout petit bout du monde. Et c'est sûr que la perspective des ODD et la perspective globale, elle est différente. Et la manière de concevoir l'État en Union européenne, quand même un État social, libéral aussi, mais libéral aussi au niveau des libertés, c'est une mixture assez rare sur la planète aujourd'hui. Malheureusement, on doit constater qu'on se sent un peu seul, parce que si vous regardez les pays du monde qui ont le même type d'ADN quelque part, hein, démocratique, et malgré toutes les critiques quand même sociales, c'est pas évident. Donc on a quand même un shift maintenant vers des régimes autoritaires, vers des régimes qui font du social, mais plutôt pour fidéliser la population contre les autres, plutôt que de vraiment dans un esprit d'émancipation. Et là, je pense qu'il ne faut pas inférer de ce qui s'est bien passé en Europe par rapport à ce qui va se passer dans le monde. Et pas oublier non plus, maintenant, de nouveau devant une crise de la gestion des réfugiés, puisque vous voyez ce qui s'est passé en Grèce, et la solidarité européenne, c'est un combat quotidien entre des égoïsmes, de l'électoralisme et un certain nombre de valeurs qui continuent quand même d'être revendiquées, et on a beaucoup de chance qu'il le soit. Maintenant, la deuxième question, par rapport à... Vous aviez posé la question, maintenant, je ne me rappelle plus exactement, vous aviez dit c'était... Par rapport aux indicateurs de l'ODD 10, c'est les inégalités d'une façon générale. Alors, première chose que je voulais vous dire en général, c'est que j'ai déjà dit, hein, l'environnement n'est pas un luxe qu'on pourrait se permettre. Je pense qu'il faut arrêter ce terme d'environnement qui n'est pas du tout adéquat. Ce n'est pas du décor. Hein. L'environnement, c'est la base de la vie. Donc, si on ne porte pas soin aux équilibres climatiques ou à ce qui fait la biodiversité, ben, ça va être extrêmement difficile de vivre correctement ensemble. Le vivre ensemble sur la planète va être directement impacté. Donc, il faut, je pense, vraiment saisir cette occasion de la notion de durabilité pour accepter que l'environnement, c'est une priorité. Maintenant, les inégalités sont une priorité du même ordre pour moi. Je suis tout à fait, justement, la notion de développement durable qui a été consacrée par la commission Brundtland et le sommet de la Terre en 1992, c'était bien de les mixer les deux, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les séparer. Si l'environnement se dégrade, les inégalités croissent, c'est presque mathématique parce que voilà, on a moins de bases pour vivre et c'est la loi du plus fort qui commence à s'appliquer et donc c'est le contraire de l'égalité de chance. Maintenant, il est vrai que les indicateurs, et ça c'est une chance, je pense, sont une thématique qui n'est pas gravée dans le marbre. Donc la commission de statistique des Nations Unies et l'ensemble des documents, d'ailleurs dans l'agenda 2030, c'est bien noté, dans l'ensemble de ces indicateurs sont révisables. Il y a déjà eu des révisions, il y a eu des ajouts, il y a eu des modifications, et je vous suis tout à fait. Je pense qu'il faut absolument thématiser, surtout dans la période de Covid de maintenant, où la fracture sociale s'accroît, les inégalités sociales s'accroissent, l'importance de bien mesurer les situations pour que, à travers ces chiffres et ces indicateurs, on puisse vraiment souligner la gravité des situations pour que ça fasse pression sur des politiques publiques de réduction de ces inégalités. Moi, je vous suis entièrement. La seule chose qu'il faut éviter de faire, je ne dis pas que vous l'avez fait, hein, mais il faut éviter de le faire, c'est d'opposer environnement et social. Je pense que ça, c'était la grande victoire conceptuelle en 1992, ça fait bientôt 30 ans, de ne plus séparer l'un de l'autre. Et je pense que ça nous a mené précisément à l'accord de Paris, aux ODD et tout ça. Et c'est un peu aussi un des thèmes majeurs de mon livre, hein, c'est de dire ne déconstruisons pas la notion de développement durable, c'est une notion holistique. Les indicateurs sont holistiques, donc on est bien quelque part dans cette logique-là.
Oui, merci, Monsieur Longet. Je voudrais revenir à la question de Jean concernant le fonctionnement de la Fédération genevoise pour compléter l'information en ce qui concerne le niveau local. Donc, vraiment, Genevois, il nous rappelle, Jean, que les écoles, aussi bien les cycles d'orientation que les collèges, développent divers projets de coopération eux-mêmes. Est-ce que la Fédération intervient, notamment en ce qui concerne le financement de ces projets? Alors, en fait, la fédération ne peut financer que des projets de ses membres, puisque la fédération reçoit des fonds publics qu'elle alloue à des projets qu'elle a expertisés et estimés, enfin aussi améliorés dans un processus itératif entre les propositions de projets et le processus de validation. Quand les projets sont validés par la fédération, on estime qu'ils sont vraiment de qualité, à ce que l'argent public soit bien employé et que les bénéficiaires qui co-construisent ces projets ils trouvent vraiment les résultats attendus. C'est-à-dire que ce ne soit pas ce qui a pu se passer dans le passé, ce qu'on appelle les éléphants blancs, enfin ce genre de choses. Hein, ça n'existe pas dans le type de coopération qu'on fait. Hein, donc on fait vraiment des choses qui sont bottom-up. Hein, c'est vraiment des choses qui font progresser les gens. Mais pour bénéficier des fonds de la fédération, des fonds publics à travers la fédération de coopération, il faut en être membre. Donc, nous ne subventionnons pas des tiers. Par contre, ce n'est pas un club fermé. Il y a un règlement d'adhésion qui figure sur notre site internet et toute entité, enfin, comme je l'ai dit, hein, personne morale, parce que c'est une association de personnes morales, en fait. Il n'y a pas de personne physique qui adhère à la fédération. Association, coopérative, fondation dévolue au bien commun et sans but lucratif, comme je l'ai dit, peuvent déposer une demande d'adhésion. Il y a chaque année des demandes d'adhésion qui arrivent. Il y a un groupe ensuite d'analyse, évidemment, et il y a chaque année des nouveaux membres qui arrivent. C'est d'autres qui sortent parce que, en fait, les associations ont un cycle de vie aussi. Il y en a qui arrêtent. Mais le lien avec les écoles se fait plus à travers notre travail de sensibilisation. C'est-à-dire que nous incitons plus à travers le département d'instruction publique et à travers notre présence dans les écoles et les associations membres qui sont très présentes dans les écoles, comme Enfants du Monde, comme Terre des Hommes, par exemple, et qui font une sensibilisation pratique pour, au fond, sensibiliser la future génération des acteurs à l'engagement pour la coopération. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes dans les écoles? On leur dit, si ça vous intéresse, et on souhaite que ça vous intéresse, engagez-vous dans nos associations membres, dans nos organisations membres. J'en ai cité quelques-unes, il y en a une soixantaine. Donc, on leur dit, il y a une possibilité de s'engager. Et nous avons reçu un financement il y a quelques années pour un outil d'information qui est très apprécié dans les écoles, qui est un outil de réalité virtuelle. Donc, c'est une installation de réalité virtuelle où on peut, à travers une caméra de réalité virtuelle, se promener, au fond, dans un pays, voir des projets. C'est chaque fois des associations membres, des organisations membres qui amènent des images qu'on peut donc explorer en 360 degrés, comme si on y était, quoi. On se trouve au milieu d'une rizière à Madagascar, ou au milieu du Mali. Bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit à ces temps-ci, mais enfin, dans le Sahel, quelque part, puisque ça devient une zone un peu problématique, c'est comme ça. Où, voilà, donc on peut se transporter sur les sites des projets et vivre, à travers les images évidemment, ce qui s'y passe. Donc ça, c'est très apprécié des écoles. Dans la période Covid, on ne peut pas l'utiliser dans les écoles parce que c'est complexe. Voilà, il faut mettre du produit, il faut mettre des masques, c'est très lourd et les écoles préfèrent ne pas le faire maintenant, mais on a eu beaucoup de présence dans les écoles avec ça. Donc voilà, donc on est très sensible à être présent aux côtés des enseignants, aux côtés des classes, mais on ne finance pas d'autres acteurs, si vous voulez, que les organisations membres à travers leurs projets. Merci beaucoup. Pour revenir aux ODD, il y a deux questions qui nous viennent de notre président, Grace Sells, et je pense que c'est au nom de Grace Sells en général. Il évoque la mort des ODD dans la mesure où la plupart des objectifs qui ont donc été définis en 2015, et vous l'avez signalé vous-même, ne seront pas atteints à cause du recul dû à l'impact de la pandémie. Alors, si les ODD actuels vont mourir
par l'impossibilité de les atteindre, est-ce que de nouveaux ODD ne seraient pas politiquement possibles en 2030 ou voire avant? Et puis une question également concernant l'endettement, c'est-à-dire le financement. Les États actuellement se sont fortement endettés à cause de la récupération de l'activité économique post-pandémie. Est-ce que ça ne remet pas en cause la disponibilité de ressources pour financer les ODD au futur? Alors, je réponds à la première question. Je pense qu'on ne peut pas décréter la mort des ODD puisque les ODD sont des objectifs qui dérivent d'engagements internationaux qui correspondent à des besoins. Ces besoins, ils sont là. Alors, on peut dire que ces besoins, on ne les traite pas. Et voilà, on peut baisser les bras. Je pense qu'on ne peut pas plus décréter la mort de la durabilité qu'on peut décréter la mort des droits de l'homme. Ce n'est pas parce qu'une partie croissante du monde viole les droits de l'homme. On a vu en Birmanie, encore récemment, l'aveu de ce qui s'est passé avec les Rohingyas, etc. On découvre des violations graves des droits de l'homme tous les jours. On dénonce des régimes qui ne les appliquent pas, mais si on n'avait pas le standard des droits de l'homme, on ne pourrait pas même pas dénoncer les violations. Donc, ça serait une aberration d'aller dans le sens de la pente descendante, de dire voilà, les ODD sont morts puisqu'on est en difficulté. Ça veut dire que l'horizon qu'on veut atteindre, on le baisse, on le supprime au moment même où il est le plus nécessaire. Je pense que les ODD correspondent à une analyse des besoins qui reste vraie. Par contre, l'écart entre l'objectif et leur atteinte croît. Je pense qu'il faut thématiser ça. Mais là, c'est exclusivement une question de volonté politique. On a le très bel exemple que vous avez rappelé tout à l'heure, qui était l'exemple de l'Union européenne. Parce que c'est toujours la même histoire. On parle des mauvaises nouvelles autour de l'Union européenne. On parlera de l'échec, de la responsabilité par rapport aux migrants. Mais on ne va pas parler de la réussite du pacte vert. Ça, c'est sûr. Donc, on a une image faussée. Mais c'est vrai que là, on a un exemple où on a pu... justement, la relance de l'économie, il y aura un endettement, évidemment, mais un endettement qui va à la fois faire repartir la machine économique, mais dans une direction qui est celle des ODD. Donc, je pense que ça montre la voie. Puis, il y a quand même beaucoup de signes d'espoir, malgré tout. On a parlé des difficultés. Je pense que ce qui nous déstabilise, c'est quelque part le politique étant en train de dériver dans un certain nombre de pays. Le débat politique est en train de dériver. Les mouvements nationalistes prennent infiniment trop de place, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans l'économie. Il y a des fonds d'investissement qui ont décidé de se retirer du Brésil parce qu'ils ne supportent plus la destruction de la forêt tropicale. Le président pyromane ne convient pas à un certain nombre de financiers. Vous avez, alors je ne veux pas dire que BlackRock est vertueux, vous avez quand même eu la lettre de Larry Fink, le patron de BlackRock, au début de l'année, aux entreprises, c'est quand même 6 500 milliards d'investissement, un fonds d'investissement le plus gros de la planète, qui dit nous, on ne veut plus investir dans un certain nombre de choses qui polluent. La finance durable, ça bouge pas assez, ce n'est pas encore assez normatif, mais là aussi, l'Union européenne a défini ce qu'on a appelé la nomenclature en fait, qui a été mise en place. Et cette nomenclature commence à mettre un peu de l'ordre dans les classifications environnement, social et gouvernance, ESG des fonds. Et je pense que là, ça commence à bouger au niveau d'économie. Et ça, c'est un peu paradoxal. Au fur et à mesure que le politique s'enfonce, tout à coup, l'économie devient le siège d'un certain nombre de changements. Et je pense qu'il faut avoir à l'œil ces changements. C'est vraiment important. Et je pense que là, quand l'économie se bouge, tout à coup, le politique, il n'a plus grand-chose à dire finalement. Ça, c'est un peu le revers de la médaille, quelque part, de ceux qui n'aiment pas la régulation, mais enfin, quand l'économie bouge dans un sens qui ne leur plaît pas, ils n'ont pas tellement de choix. Et ce paradoxe d'un président Trump qui encense le charbon, où il y a 8 fois moins d'emplois que dans les renouvelables, ça n'a aucun sens. Tôt ou tard, ça va se payer quand même. Parce que les gens, ils ont envie de gagner leur vie, alors autant qu'ils gagnent leur vie avec des choses intelligentes. Donc je pense que là, pour revenir aux questions de l'endettement, il a été calculé par les Nations Unies qu'il faudrait entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an pour aller vers les ODD, pour réaliser les ODD. Mais ce n'est pas beaucoup, c'est à peu près 10% du PIB mondial, à peu près. En gros, ça dépend comment on le calcule, c'est même moins que ça. Donc, c'est juste une question d'orienter l'argent intelligemment. Donc là aussi, on peut faire coup double, comme pour l'Union européenne, si ces fonds qui circulent, qui sont quand même énormes, je parlais de BlackRock, la capitalisation à 8,5
500 milliards de dollars, eh bien, c'est le financement d'une année d'ODD, quoi. Alors, je ne dis pas que tous les ODD ont un rendement qui soit concurrentiel, mais il faut aussi arrêter avec ces rendements abusifs, quoi. Ça ne va pas non plus. Donc, il y a aussi beaucoup, dans les ODD, dans l'agenda 2030, il est aussi question de réguler les flux financiers, de moraliser la finance, etc. Et là, je pense que si on arrive à orienter les flux financiers vers le bien, ça n'a aucun sens de faire des fonds additionnels, parce que continuer de financer le pétrole, de financer le plastique, de financer ce qui détruit les pesticides mortels, etc., puis en même temps avoir une petite couche de durabilité qui corrige, ça n'a aucun sens. Donc, je pense qu'il ne faut pas des fonds additionnels, il faut orienter les fonds ailleurs. Et ça, pour moi, c'est aussi un des messages de mon livre, en fait. Il y a un chapitre sur la finance durable et je pense que c'est le levier de changement majeur, ça, parce que l'argent, il est là. Il faut juste que ceux qui le détiennent soient d'accord de le mettre au bon endroit. Alors, s'il n'y a plus de gouvernement pour les orienter, il n'y a plus que la vertu des financiers, finalement. Enfin, je plaisante un peu, mais disons, je pense qu'il y a, dans la lecture de l'actualité, il y a des choses surprenantes, hein, en bien comme en mal. Oui, effectivement. Et vous n'avez pas mentionné les dépenses militaires dans ce cadre également, mais bon, là, c'est une autre histoire. Là, il y aurait des économies à faire, évidemment. Quelques-unes, oui. Les dépenses je crois que je vais passer à probablement ce qui est pour l'instant, en tout cas, la dernière question qui peut-être peut avoir le rôle de conclusion de ce débat. Est-ce qu'il ne faudrait pas inclure les ODD dans les curricula des programmes des écoles primaires partout dans le monde? Est-ce que les gens ne découvrent pas les ODD beaucoup trop tard pour en avoir conscience et donc ils ne sont pas inscrits dans leur ADN et donc dans leur formation? Et est-ce qu'il y a d'autres mesures peut-être que vous voudriez envisager dans un monde idéal pour promouvoir cette pensée? Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour modifier les programmes scolaires, il faut être convaincu que les ODD, c'est important. Et pour être convaincu qu'ils sont importants, il faut peut-être avoir été à l'école. Enfin bon, ça c'est un peu cercle vicieux. Mais c'est vrai que vous vous rappelez qu'il y a eu la décennie de l'UNESCO pour l'éducation et le développement durable, hein, qui faisait suite à la conférence au sommet mondial du développement durable de Johannesburg de 2002, qui a fait 2004-2014. Hein. Et là, il y avait une grande sensibilisation aussi par rapport aux méthodes pédagogiques, parce que c'est vrai que depuis l'agenda 21 de 1992, on a affirmé deux choses ensemble. Hein. Là aussi, on a connecté deux choses. Le droit à l'éducation, qui est dans le pacte des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies depuis les années 60-70. Hein. C'est un droit fondamental de l'homme qui est inscrit, enfin humain, qui est inscrit. On l'a combiné avec l'éducation au développement durable. On dit, ben oui, il faut chaque jeune a le droit à l'éducation, et comme le dit l'ODD dédié à ça, en vue d'un apprentissage permanent, en fait, hein, c'est donc au fond un droit qui est continu, de pouvoir renouveler ses connaissances et ses compétences, mais le contenu de ces compétences doit inclure une sensibilisation à la durabilité. Il y a même une cible d'un des ODD qui dit qu'il faut avoir les connaissances nécessaires pour vivre en harmonie avec la nature. Donc ça se trouve, je crois, à l'ODD 12, mais voilà. La classification, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on voit qu'il y a des volontés, en tout cas une reconnaissance que sans le travail avec les jeunes, et effectivement dès l'école primaire, autour de contenus qui sont des contenus de la durabilité, ben, on ne va pas s'en sortir, on ne peut pas découvrir tout ça tout seul. Par contre, ce qui est important, c'est que ce soit une découverte qui soit liée à l'éthique personnelle, qui soit liée à une attitude de responsabilité devant les ressources naturelles, à un souci d'égalité de chance. Et donc, c'est aussi quelque part l'agenda 2030 qui dit que toutes les cultures, toutes les orientations culturelles du monde peuvent contribuer à la durabilité si elles inscrivent quelque part dans leur définition une éthique qui est l'éthique de notre temps, en fait, hein, qui est l'éthique de la durabilité. Donc, je vous donne absolument raison, c'est prévu dans les ODD. Mais c'est vrai que les ODD demandent qu'on enseigne les ODD, mais c'est comme je vous dis, il faut d'abord qu'il y ait une conviction que les ODD soient sérieux. Donc, ceux qui font les programmes scolaires, c'est eux qui sont aux manettes, en fait,
et ceux qui font les méthodes aussi, parce que pour qu'on change de relation au monde ou à autrui, c'est quelque part aussi une attitude personnelle, et c'est pas l'ivresse, hein, c'est plus du vécu, et c'est quelque part de la morale, de l'éthique, c'est qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas dans une société. Et ça, je pense qu'on renouvelle quelque part, c'est une éthique de notre temps, la durabilité. Et c'est pour ça que mon livre, il est construit autour de ce qu'expriment les ODD par rapport à la durabilité comme philosophie. Là, on avait 3 slides qu'on voulait vous montrer, mais qu'on a encore oublié, mais je peux peut-être que... Non, non, allez-y, je crois que c'est le moment de le Voilà, faire. c'est bien de les avoir. Alors, je vous en mets 3. La première, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement mondial. Donc, il y a une organisation qui est en Californie qui s'appelle le Global Footprint Network, qui a une formule de calcul pour voir à quel moment, au fond, l'humanité, dans sa globalité, avec toutes les inégalités évidemment, a mangé les ressources de la Terre pour une année. Donc, on voit que cela, en fait, on était à l'équilibre en 1970 et ça ne fait que avancer sur l'année. Hein. Pour les pays industrialisés, c'est au mois de mai qu'on a mangé notre part. Donc, voilà. Et pour le monde entier, ben voilà, ça se rapproche de plus en plus. Voilà, ça avance dans l'année. Ces derniers temps, c'était début août. Alors, le Covid a fait, avec les mesures de fermeture de beaucoup d'activités, les vols internationaux, etc., nous a fait gagner 3 semaines. Et en l'année 2020, le jour du dépassement, c'était le 22 août. Alors voilà, les bonnes retombées d'une mauvaise chose. Alors, le slide suivant, que vous pouvez voir maintenant, on a beaucoup parlé de ces forêts tropicales. Donc, le rapport Planète Vivante 2020 vient de sortir d'ailleurs. Donc, évidemment, je ne pouvais pas en tenir compte dans le livre. Je vous le recommande. Voilà, il y a l'indice Planète Vivante dedans. Il y a des chiffres actualisés sur l'état de la biodiversité. Ça ne va pas dans la bonne direction, malheureusement. Et on voit en foncé la forêt qui existe encore et en vert les zones d'attaque, en fait. Donc, on voit que c'est gangréné un peu de tous les côtés. On voit les régions où on parle toujours de l'Amazonie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la forêt, la Mata Atlantica donc au Brésil, il y a le Cerrado, il y a l'Afrique de l'Est, il y a le bassin du Congo. Il y a très peu de reportages hein, sur le bassin du Congo, etc. L'Australie, on a beaucoup parlé d'Australie l'année dernière avec les immenses feux. Donc, on prévoit un recul majeur encore de la forêt si rien ne change. Évidemment, c'est très négatif pour le climat parce que à la fois, ça réduit la capacité d'absorption de CO2 puisqu'il y a moins de végétation. Et en même temps, évidemment, ces forêts qui brûlent, ça rejette du CO2 massivement dans l'atmosphère. Et en plus, économiquement et socialement, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis le dernier slide, alors, on était sur une belle trajectoire. Donc, il ne faut pas non plus qu'on soit trop... Le dernier slide, c'est le recul de la pauvreté absolue dans le monde. Donc, vous savez que la pauvreté absolue a été définie par la Banque mondiale avec 1,9 $ par jour. Hein. C'est vraiment rien du tout. Alors, voilà, il manquerait juste le dernier slide, si on peut l'avoir. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a la projection 2030. Donc, on voit qu'on a quand même bien reculé hein, en 30 ans. On était à un tiers de la population. On est maintenant, on était à 10%, on est descendu 8,2%, on est remonté, mais on n'est pas remonté à un tiers, hein, donc on ne va pas faire la courbe dans l'autre sens. Donc, on va peut-être quand même atteindre les 6%. On devrait être à 0 depuis longtemps, mais enfin, voilà. Donc, ça nous montre aussi que le Covid a eu un impact, mais je ne pense pas que cet impact doive nous faire baisser les bras. Au contraire, je pense que c'est un impact qui est aussi dû aux mesures sanitaires. Il faut quand même se poser les questions, si ce Covid perdure, on ne pourra pas, à la limite, et là je conclus peut-être sur une interrogation qui peut être partagée par d'autres, il y a 7 millions de personnes qui meurent par an à cause de la pollution de l'air. Il y a 250 000 personnes qui meurent par an à cause de pesticides toxiques. On prévoit en 2025 660 millions de diabétiques à cause du fast-food qui se généralise. Puis, on ne fait rien contre ça, ou très peu, quoi. Et on fait une croisade que je ne critique pas, hein, mais il faut mettre les choses en relation contre le Covid qui nous coûte extrêmement cher économiquement et socialement. Alors, il y a quand même, à un moment donné, on devra se dire il faudra vivre avec le Covid comme on vit avec le diabète, mais peut-être c'est plus dangereux
de vivre avec le diabète qu'avec le Covid, ou de vivre avec la bilharziose, l'onchocercose, ou la pollution des eaux, ou les 2,5 milliards d'êtres humains qui n'ont pas de système d'assainissement. Et peut-être que c'est aussi à nous de dire, ce que vous faites pour le Covid, ou ce qu'on fait pour le Covid, ça donne envie de le faire pour autre chose. Et c'est peut-être pas que le Covid qui doit nous motiver à nous protéger, mais peut-être l'ensemble des questions de santé qui finalement expriment aussi les inégalités devant la destinée. Oui, merci beaucoup, Monsieur Longet. Effectivement, il était important de rappeler ces chiffres et ces données de base. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, qu'on pourrait évoquer ici et qui, de toute façon, vont toujours dans la même direction, c'est-à-dire des préoccupations que vous avez expliquées. Je crois qu'il n'y a plus de questions et de commentaires du côté de nos participants. Et je voudrais, en ce qui me concerne, vous remercier énormément pour cette présentation et cette discussion. Et je passe la parole pour le mot de la fin à Alejandro. Merci Manuela et merci beaucoup Monsieur Longley. Vous avez été très généreux. On avait parlé peut-être d'une séance d'une heure. On a atteint rapidement 1h30. Vous nous avez mentionné, éclairé beaucoup de choses sur la Fédération genevoise des coopérations et merci d'avoir partagé tout le contenu de votre livre. On a hâte vraiment de l'acheter dès demain, dès qu'il sera sorti dans les librairies. La semaine prochaine, pas demain, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Le réserver en librairie, ça leur fera... les libraires sont toujours contents quand on réserve un livre à l'avance. Génial, oui, on va le faire. Et moi, j'ai passé 40 ans en collaboration avec les Nations Unies, pas toujours en tant que fonctionnaire, et j'avais toujours l'impression que tous les jours, j'avais des motifs pour être pessimiste, des motifs pour être optimiste. C'était toujours la montagne russe, il y avait tous les jours. Et j'ai constaté que dans vos présentations, vous êtes toujours réaliste et plutôt optimiste. Même avec les questions les plus dures, vous avez toujours répondu avec des signes que je trouvais très optimistes. Et je vous remercie dans les commentaires préliminaires que vous avez faits. Vous avez souligné l'importance que Great Cells donne aux relations, à la collaboration, au dialogue intergénérationnel. Et c'est justement le sujet de notre prochain dialogue intergénérationnel qui est prévu pour fin février, mars de l'année prochaine. C'est un peu l'action citoyenne. Qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle est utile à quelque chose? Et là, peut-être, c'est une invitation que je vous fais ici en public. Peut-être que vous pouvez partager avec nous à l'occasion de notre prochain dialogue intergénérationnel vos points de vue en fonction de l'actualité à ce moment-là. Volontiers, avec plaisir. Et je vous dirais que je ne crois pas que je suis optimiste, en fait, mais je n'ai pas d'avis s'il faut être pessimiste ou optimiste. Ça n'a pas beaucoup de sens, cette question. Par contre, on a la chance, on a des gens qui aimeraient s'engager positivement pour le bien de la communauté, pour le bien de la planète. Et là, on a une feuille de route. Et là, ça me paraît le plus important, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer un programme, il est là. Et donc, le travail est fait. Les ODD sont là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, il faut se battre pour les obtenir. En fait, c'est ça. Et je pense que ça nous facilite infiniment le travail d'avoir cette feuille de route. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir de relancer les Great Talks avec votre intervention. Et je remercie tous les participants, tous les collègues de Great Cells. Et à la prochaine. On vous tiendra informé des prochains Great Talks. Merci beaucoup. Et merci de votre intérêt, de votre attention. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.